Le journal de la Méditerranée, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je vous emmène cette semaine encore faire le tour du bassin méditerranéen. Nous reviendrons largement sur la situation en Syrie où les événements se sont accélérés avec les frappes de la Russie. Alors, quelles sont les intentions de Vladimir Poutine? Le conflit va-t-il prendre une autre dimension? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité en duplex de Paris. Frédéric Pichon est chercheur associé à l'Université de Tours, spécialiste de la Syrie. L'occasion de partir en Tunisie pour suivre l'initiative pleine d'espoir et de courage d'amateurs de breakdance. Ces jeunes se retrouvent pour danser dans les montagnes tunisiennes, histoire de résister face aux terroristes qui investissent ces coins reculés. Un très beau reportage à ne pas manquer. Nous partirons ensuite en Catalogne pour faire le point sur les élections régionales organisées ces derniers jours. Nous verrons que si les indépendantistes ont remporté la partie, rien n'est gagné pour autant. Analyse dans ce magazine. Mais avant de revenir plus largement sur l'ensemble de ces titres, je vous emmène rencontrer un jeune garçon de 12 ans, à peine entré dans l'adolescence. Maximilien se retrouve sur les bancs de l'université de Perpignan en deuxième année de licence de mathématiques. Le jeune prodige s'est découvert la bosse des maths à l'âge de 6 ans lorsque son père a commencé à le faire travailler. Son portrait est signé Johan Lopez, Xavier Armango. Si je veux éliminer le X. Derrière ce visage d'ange se cache un véritable surdoué. À seulement 12 ans, Maximilien est en classe ici avec des élèves qui ont 7 ans de plus que lui. Depuis la rentrée, il est inscrit en licence mathématique à l'université de Perpignan et pour lui, c'est un jeu d'enfant. Je n'ai pas eu beaucoup d'écrans maintenant, c'est quelque chose comme peut-être, pas beaucoup de leçons, quelque chose comme 4 leçons ou 5 leçons par matière. Alors c'est un peu difficile à dire, mais maintenant il me plaît jusqu'à maintenant. C'est pas trop compliqué? Non, c'est pas trop compliqué, non, ça va. Et c'est parfois un peu répétition aussi, parce qu'il y a quelque chose que j'ai déjà fait l'année dernière dans l'université à Zurich. Si pour Maximilien, la compréhension en cours est ultra rapide, ses camarades sont admiratifs devant le jeune prodige. Quand je l'ai vu arriver la première fois, je lui ai demandé s'il faisait un stage pour son collège ou son lycée. Et en fait, non, il est resté... Même c'est encourageant, quoi. Ça nous pousse aussi, des fois il nous pousse à nous dépasser, à écouter, à travailler. Il nous aide aussi. Donc, Avec un père professeur de mathématiques et une mère docteur en économie, Maximilien a pu s'appuyer sur un environnement familial favorable et lorsqu'on lui dit que c'est un petit génie... Alors je suis pas petit et je suis pas un génie. Okay. Partager son vécu et ses démarches, Maximilien l'a fait à travers son premier livre qu'il a coécrit avec son père. Décidément, Maximilien est un enfant précoce. Allez, revenons sur l'actualité brûlante du bassin méditerranéen. Tous les regards sont tournés en ce moment vers la Syrie, où les événements se sont accélérés. Moscou est entré dans le conflit. Vladimir Poutine a frappé sur le territoire de son allié syrien. Une intervention qui a aussitôt suscité les doutes des Occidentaux sur l'objectif des Russes. Vaincre les djihadistes du groupe État islamique ou renforcer le régime du président syrien Bachar al-Assad? La question est posée. Retour sur une semaine cruciale en Syrie avec Marie Pujola, Véronique Dessoudres. C'est une semaine cruciale pour la Syrie qui vient de se jouer dans le pays, mais également depuis le siège de l'ONU. Premier épisode dimanche, la France a annoncé avoir mené ses premières frappes aériennes en Syrie contre le groupe État islamique dans un camp d'entraînement situé à Deir ez-Zor. Une première opération militaire alors que François Hollande se trouve à New York. Nous voulions marquer comme intention protéger notre territoire, prévenir des actions terroristes, agir en légitime défense. Une intervention aussitôt fustigée par Damas. Le chef de la diplomatie syrienne a qualifié ces frappes d'agression contre la souveraineté du pays. Même réaction au Parlement. Ces frappes violent les règles du droit international et nous les considérons comme une agression. Si des avions syriens venaient en France pour combattre les terroristes, est-ce que le peuple français accepterait ? À Damas, la population semble surtout préoccupée par cette guerre qui n'en finit pas et les conditions de vie qui se détériorent. Certains, comme ce bijoutier, se posent quand même des questions sur l'intervention française. Avant que la France ne frappe le groupe État islamique, il faut qu'elle s'allie à Obama et Poutine. Je ne comprends pas la politique de la France. Elle n'a rien fait pendant 4 ans pour faire cesser cette guerre. Et maintenant, ces frappes.
Barack Obama et Vladimir Poutine sont justement les deux autres acteurs majeurs entrés en jeu cette semaine. Une rencontre entre les deux hommes a eu lieu au siège de l'ONU lundi. Une poignée de main plutôt froide après des mois de brouille sur le sujet ukrainien. Et le dossier syrien ne va pas les rapprocher. Si la lutte contre le groupe État islamique les rassemble, ils s'opposent toujours fermement sur le rôle que doit jouer le président syrien. Vladimir Poutine est lui favorable à une vaste coalition internationale incluant Bachar al-Assad. C'est une grave erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées. Nous devons unir nos efforts pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face et mettre en place une coalition internationale contre le terrorisme similaire à celle qui existait contre Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui à une coalition selon Barack Obama, mais pas pour soutenir un tyran. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toutes les nations, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit. Mais nous devons nous accorder sur le fait qu'il ne peut y avoir, après tant de bains de sang, après tant de carnage, de retour au statu quo d'avant-guerre. François Hollande va même plus loin et rappelle qu'aucune solution diplomatique n'est possible tant que le président syrien restera au pouvoir. J'en vois qui déploient tous leurs efforts diplomatiques pour incorporer Bachar el-Assad dans ce processus. Mais on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Coup de tonnerre mercredi, 2 jours après son intervention à l'ONU, Vladimir Poutine passe à l'action. Moscou a annoncé avoir mené ses premières frappes. Une réussite selon le Kremlin qui affirme que plusieurs chefs terroristes ont été tués. Mais très vite, Américains et Européens émettent des doutes sur les cibles choisies par l'armée de l'air russe. Ils soupçonnent Moscou de protéger le régime de Bachar al-Assad en visant ses opposants plutôt qu'en ciblant des islamistes. Au-delà de la guerre qui dure depuis maintenant 4 ans et demi et qui a déjà fait plus de 240 000 morts, une autre guerre fait rage, celle de la diplomatie et de la communication entre les différents camps. On vient donc de le voir à l'instant, les événements s'accélèrent en Syrie. L'arrivée de la Russie change-t-elle la donne ? Eh bien, pour en parler, notre invité est diplômé d'arabe et docteur en histoire contemporaine, auteur d'une thèse sur la Syrie. Il est chercheur associé à l'équipe Monde Arabe Méditerranée de l'université François Rabelais à Tours. Frédéric Pichon, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi Moscou entre en scène ? Écoutez, Moscou entre en scène après avoir pendant 4 ans regardé en spectateur un petit peu ce qui se passait en Syrie, continué de soutenir effectivement le régime syrien, le gouvernement syrien, mais à présent qu'il voit que toutes les solutions épuisées, et je crois qu'on voit bien combien la diplomatie américaine et française ont épuisé toutes les solutions sur le dossier syrien, eh bien Moscou arrive et présente son propre plan en pensant que c'est le bon moment pour arriver à rallier à peu près tout le monde. Mais alors comment expliquer le soutien de la Russie au régime syrien ? La nature de ce soutien, elle a été constante. Ce soutien a été constant depuis 4 ans. Là, il y a un soutien qui est quand même beaucoup plus marqué, puisque la Russie a engagé un certain nombre de frappes sur des opposants au régime et sans aucune discrimination d'ailleurs sur la nature de ces opposants. Et ça, c'est, je crois, le coup de maître aussi des Russes. Après avoir diplomatiquement préparé le terrain cet été, ils entrent en action en attendant évidemment une réaction politique. Alors, il y a une réunion ce vendredi à Paris entre François Hollande et Vladimir Poutine. Alors, les Occidentaux commencent à dire qu'éventuellement, ils pourront parler et négocier avec des éléments du régime de Damas, mais sans jamais évoquer le nom de Bachar al-Assad. Est-ce une étape, selon vous, et est-ce possible ? Alors là, ce que vous venez de décrire, c'est davantage la position française. On a eu finalement par rapport à cette conférence qu'il y a eu à l'ONU et dans les semaines qui ont précédé, une certaine tendance à mettre de côté la question de Bachar el-Assad. Je crois que ça correspond en fait à une évolution sur le terrain. Je crois qu'on n'a pas envie de recommencer les erreurs de l'Irak et voir s'effondrer les institutions militaro-politiques en Syrie. Il me semble que la France joue une sorte de baroud d'honneur en ayant bien insisté. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. L'Arabie Saoudite aussi a exactement la même position sur un départ absolu, nécessaire de Bachar el-Assad. Je crois que cette conférence à Paris
Syrie, ça vise tout simplement, et c'est ce que visaient les Russes, à clarifier les positions des uns et des autres, y compris par rapport au terrorisme. La France s'est émue que la Russie, par exemple, frappe des éléments de Jaish el-Fatah, qui est Al-Qaïda en Syrie, et plutôt que l'État islamique. Donc ça oblige quand même la France à se positionner clairement et bizarrement en faveur d'Al-Qaïda. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui devra être précisé ou pas. Et alors certains soupçonnent les Russes de prendre pour cible non pas les terroristes mais les opposants au régime de Bachar al-Assad. Cette hypothèse est-elle crédible selon vous ? Oui, elle est crédible, mais ce que vous appelez les opposants, ce que nous appelons les opposants, ça fait belle lurette que depuis 4 ans, il n'y a plus que des opposants islamistes à Bachar al-Assad. C'est le discours des Russes et c'est, il faut bien le dire aussi, la réalité sur le terrain. Pour tout un tas de raisons, l'opposition de départ a été totalement évacuée. L'opposition laïque et démocratique qui nous fait fantasmer, elle a disparu dès les premiers mois, tout simplement parce que les parrains de cette révolution, les États du Golfe voisins ont distribué des fonds en fonction des orientations islamistes. Donc oui, les Russes tapent sur les opposants et sur l'État islamique. Ces opposants sont aussi des islamistes, mais d'autres tendances, on va dire. Alors, on vient de parler du contexte international. Revenons en France, où une enquête pénale pour crimes contre l'humanité visant le régime de Bachar al-Assad a été ouverte. Alors, nous allons en reparler avec vous, Frédéric Pichon. Mais avant, intéressons-nous à cette enquête qui se base notamment sur le témoignage d'un ex-photographe de la police militaire syrienne. César, c'est son nom de code, est parvenu à s'enfuir de Syrie en 2013. Avec lui, 55 000 photographies effroyables de corps torturés, des exactions commises entre 2011 et 2013. Attention, certains clichés peuvent choquer. Bien sûr, c'est un nom de code, César, un transfuge du régime de Bachar el-Assad. Vêtu de bleu, on le voit ici de dos, témoignant devant des parlementaires américains. Son visage est inconnu. Photographe militaire, César a fui la Syrie en 2013 en emportant avec lui un effroyable album photo. 55 000 clichés de corps torturés, souvent décharnés. Des clichés pris par lui-même ou qu'il a trié alors qu'il était assigné à l'hôpital militaire de Damas. J'entendais la voix des victimes qui criaient leur grande douleur. Personne n'était là pour témoigner, personne ne répondait. César vit aujourd'hui caché quelque part en Europe, mais le photographe de l'horreur s'est confié à une journaliste française. Les premiers manifestants morts sont arrivés dans l'hôpital militaire et effectivement au bout d'un moment les corps étaient de plus en plus nombreux et surtout il a découvert l'horreur, c'est-à-dire des gens qui avaient des marques de torture incroyables, des gens qui ne pesaient plus que 30 ou 40 kilos, donc il a vraiment vu que les gens mouraient de faim ou de torture dans les prisons. Les photos de César avaient été présentées à l'ONU en avril 2014, elles avaient choqué l'Assemblée. À l'époque déjà, la France avait envisagé des poursuites. Devant un tel assassinat, il faut demander des comptes. La France a proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale. Depuis, ces clichés ont été authentifiés. Plusieurs ONG ont enquêté sur l'identité des 11 000 corps, certains reconnus par leurs proches. C'est sur ces photos et ces témoignages que se base aujourd'hui la plainte de la France pour crimes contre l'humanité visant le régime syrien. Elle intervient au moment où la communauté internationale envisage de coopérer avec Bachar el-Assad dans sa guerre contre le groupe État islamique. Oui, alors ce front judiciaire est donc ouvert alors que Paris, Washington et Riyad ont refusé à l'ONU toute participation du président syrien à la recherche d'une solution au conflit, ce que préconise au contraire Moscou, ça on l'a vu. Frédéric Pichon, les exactions sont connues depuis longtemps. Pourquoi une plainte au moment même où les frappes françaises commencent ? Oui, alors vous avez raison de le souligner, ce rapport César, il date de 2014. À l'époque, il n'a pas vraiment convaincu, il n'a pas servi de levier dans les relations internationales. Là, à présent, on notera d'ailleurs la synchronisation troublante entre l'ouverture de cette information judiciaire pour crimes contre l'humanité et la position française, notamment sur le dossier syrien. Donc là, je crois que la diplomatie française joue sur le ressort de l'émotion, de la morale aussi, face à une situation qui est très réelle politicienne, c'est-à-dire celle que propose la Russie.
Je crois que là, la France essaye de jouer son va-tout sur cette question de ce rapport qui, par ailleurs, ne fait pas l'unanimité, il faut le dire. Il y a encore pas mal de choses qui sont pas tout à fait clarifiées sur la provenance de ces photographies, sans dire qu'elles n'existent pas. Il s'agit évidemment de cadavres, hein, bien entendu, mais visiblement, ça n'avait pas pris, en tout cas l'an dernier. En tant qu'expert, comment voyez-vous la suite de ce conflit ? Écoutez, moi je crois que les Russes ne vont pas reconquérir la Syrie jusqu'à Raqqa, jusqu'à Deir ez-Zor et même jusqu'à Alep. Je crois que la position de Poutine, c'est de consolider cette Syrie utile, cette petite Syrie qui, quand même, il faut le rappeler, concentre encore la majorité de la population syrienne, hein, 60 à 70% de la population. Et je crois que le but, c'est de sauver les institutions syriennes qui sont quand même fatiguées après 4 ans de guerre. Il y a un problème de recrutement des hommes. Dans l'avenir, la question, c'est justement le traitement des terroristes, ça qui est une question de politique intérieure pour beaucoup de pays européens. Et cette question-là, les Russes ont proposé une manière de la régler. Il n'est pas sûr que cela convainque encore tout le monde. Frédéric Pichon, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle le titre de votre livre, Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé, aux éditions du Rocher. Et vous venez d'écrire un autre ouvrage qui sera visible donc sur iPad aux éditions UPPR, le titre Géostratégie du Moyen-Orient. Dans ce contexte, je vous propose de découvrir une initiative étonnante, empreinte de courage et d'espoir, menée dans les montagnes tunisiennes. De jeunes amateurs de breakdance se retrouvent régulièrement dans ces coins reculés où se cachent de nombreux djihadistes. Ensemble, ils dansent pour le plaisir, mais aussi pour occuper le terrain et faire preuve de résistance. Danser pour la paix, c'est un reportage de nos confrères de Méditerranéo. La gare désaffectée de Sbeitla, dans le centre de la Tunisie, a trouvé une nouvelle utilité. Tous les jours, après le lycée, des ados viennent y danser. Les Hard Boys, les garçons de la grotte, breakdancers habitant à une vingtaine de kilomètres de là. Au pied d'une montagne où se cachent des terroristes et que l'armée bombarde la nuit. C'est de là que venait l'un des meurtriers du musée du Bardo à Tunis, 22 morts en mars dernier. De cette région à la frontière algérienne sont également partis des jeunes combattre aux côtés de Daesh. Les Rare Boys, eux, à leur façon, disent non à l'endoctrinement. It's that salty, bloody... Dès qu'ils le peuvent, ils vont danser dans leur montagne pour les reprendre symboliquement aux djihadistes. J'aime beaucoup cette montagne parce que j'y suis né. Je l'adore. Nous avons beaucoup de terrorisme ici et c'est très dangereux. Ça a beaucoup changé. Avant, on pouvait se déplacer, faire des randonnées dans ces montagnes. Maintenant, on ne peut plus, car il y a beaucoup de dangers. Et quand on voit l'état dans lequel est la région, ça nous fait beaucoup de peine. On veut s'imposer, on veut danser dans les montagnes pour en dégager les terroristes. C'est un message de culture que nous adressons aux terroristes pour les faire partir. Ici, les jeunes ont du mal à exister, comme à Tunis ou ailleurs. Là-bas, ils arrivent à s'exprimer. Nous, ici, on est morts. La jeunesse est morte. Ils vivent au pied des monts Chambi, Semama ou Saloum. Régulièrement, des soldats, des policiers s'y font tuer par des djihadistes. Région sinistrée, isolée depuis des décennies, où l'État ne s'occupe pas d'une jeunesse désabusée. Alors, ce sont les initiatives privées qui pallient ce manque, comme ce dimanche du mois de mars. Sous protection policière, du breakdance avec les Rare Boys, la fourmi, des fables de La Fontaine, pas prêteuse, et cela grâce à cet enseignant. Ce dimanche, le cinéma, c'est celui de Charlie Chaplin.
Les enfants de notre époque ne connaissent pas très bien Charlie Chaplin car maintenant ils sont bombardés par pas mal de chaînes satellitales qui proposent d'autres films, d'autres séries et une autre programmation un peu loin de Charlie. C'est notre réplique, ainsi on riposte, ainsi on réagit face à l'obscurantisme naissant qui est en train de faire malheureusement des succès dans ces montagnes et surtout dans ce silence louche de l'État qui se contente de bombardements. Déjà c'est une région d'exode depuis des décennies, maintenant ça s'accentue, donc il faut lutter culturellement, économiquement, socialement et politiquement contre l'exode, car Samama va devenir un Tora Bora, mais on ne va pas le laisser faire. Je connais pas mal de jeunes qui sont partis, je connais mes cousins au moins qui ont rejoint ces camps. C'est la déception, c'est le vide, donc ils sont en train de se suicider, ce sont des suicidaires. Près de 5000 Tunisiens, sur une population d'environ 11 millions d'habitants, auraient rejoint le djihad en Syrie, Irak ou Libye, aux côtés notamment de l'organisation État islamique. J'en connais un qui est parti au djihad. Il allait à la mosquée, il habite à Sbeitla. C'est un gentil garçon, mais il y a quelqu'un qui leur a fait du lavage de cerveau. Tous les jours, qui leur parlait du djihad. Nous, on a réfléchi, on a trouvé, mais les autres, ils n'ont pas du tout réfléchi et on leur a lavé le cerveau. Ils ont été exploités. Ils croyaient aller dans le djihad pour l'islam, alors que ce n'est pas ça. L'islam, c'est autre chose. Nous, on a choisi la danse. Nous sommes un groupe de musulmans. Nous faisons la prière. On fait tout ce qu'il faut, mais on n'a pas besoin de partir tuer. On est musulmans et on fait de l'art. On veut devenir un groupe professionnel et comme ça, au lieu d'aller visiter le monde, c'est le monde qui viendra nous voir. Leur djihad à eux, leur combat, une danse contre le terrorisme, une musique contre l'obscurantisme. L'autre grand titre de l'actualité du bassin méditerranéen cette semaine, ce sont les indépendantistes catalans qui ont envoyé un message fort pour réclamer leur indépendance. Ils ont obtenu plus de 47% des voix lors des élections régionales organisées dimanche dernier, suffisamment pour décrocher la majorité absolue des sièges au Parlement régional. Mais ces résultats en dessous de leurs attentes divisent profondément la population. Retour sur ce scrutin historique avec Marie Pujola et Véronique Dessoudres. Scène de liesse dans les rues de Barcelone. Dimanche dernier, les partisans des partis indépendantistes catalans savourent leur victoire aux élections régionales. Avec 47,74% des suffrages, mais surtout 72 sièges sur 135, ils ont obtenu la majorité absolue au Parlement régional. Leur chef de file, Artur Mas, ne cachait pas sa fierté. Il a annoncé sa victoire dans plusieurs langues, comme un appel à l'Espagne et au reste de l'Europe. Malgré tous ces gens qui nous ont contesté ce plébiscite, avec plus de 76% de participation, c'est du jamais vu chez nous. Pour les électeurs partisans de l'indépendance de la Catalogne, le vote de dimanche est bien entendu historique. Pour nous, c'est un pas très important que l'on vient enfin de franchir. C'est un jour historique, c'est sûr. Mais cette victoire est à relativiser. Certes, les indépendantistes ont obtenu la majorité des sièges, mais pas des voix. Plus de la moitié des électeurs ne souhaitent pas que la Catalogne devienne indépendante. Pour eux, ces élections ont surtout accentué un peu plus les différends au sein de la région. J'ai peur, comme beaucoup de monde. Parce que cette élection a fait éclater le vivre ensemble. On se dit que tout va mal et on se monte les uns contre les autres. Au-delà des réactions, est-il possible que la Catalogne devienne indépendante? Pas si simple. Première difficulté, l'élection d'un président régional. Le premier vote doit avoir lieu avant le 9 novembre et Artur Mas est contesté dans son propre camp. S'il n'y a pas de décision avant le 9 janvier, juste après les élections législatives, la loi impose de nouvelles élections régionales. Artur Mas veut lui engager un processus qui mènerait à l'indépendance d'ici 18 mois. Une fois encore, rien n'est acquis.
Je pense qu'il n'y aura pas d'indépendance de la Catalogne dans les 2 prochaines années. Mais par la suite, cela reste possible. Ce n'est pas imminent. La situation demeure complexe. Mais cela pourrait arriver dans plusieurs années. Et Madrid ne veut pas entendre parler de sécession. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, rejette toute idée d'indépendance. Les partisans d'une sécession ne se sont jamais inscrits dans le respect de la loi. Depuis hier, nous savons également qu'ils n'ont pas le soutien de la majorité de la société catalane. Un parcours semé d'embûches pour Artur Mas. Mardi, il a reçu une convocation de la justice en vue de l'inculper pour avoir organisé en novembre 2014 une consultation sur l'indépendance de la Catalogne, alors que celle-ci avait été interdite par la Cour constitutionnelle espagnole. Il sera entendu le 15 octobre. S'il est reconnu coupable, il risque notamment une peine d'inéligibilité. Et sachez que vous pouvez revoir l'intégralité de ce magazine sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Et n'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos questions, vos remarques ou vos suggestions. Nous vous offrons une belle image avant de nous quitter. C'était cette semaine avec cette éclipse de lune exceptionnelle lors de laquelle la lune, particulièrement grosse et brillante, s'est teintée de rouge. On la voit ici se reflétant dans la Méditerranée au Canet-en-Roussillon. Il faudra désormais attendre 2033 pour retrouver une telle configuration. Très belle semaine à tous.